Il y a des noms qui résonnent avec l'histoire, des trajectoires qui interpellent et des ambitions qui intriguent. Jean-Louis Billon est à la croisée de ces trois dimensions. Héritier d'un empire économique, acteur majeur du paysage politique ivoirien, il s'est forgé un parcours qui ne laisse personne indifférent. Né dans une famille influente, il aurait pu choisir de rester dans l'ombre du pouvoir économique, mais il a préféré en découdre sur le terrain de la politique. Ancien ministre du Commerce, député maire de Dabakala, homme fort du PDCI-RDA, il a pris position dans les grandes batailles qui ont marqué ces dernières années. De son opposition au troisième mandat d'Alassane Ouattara à ses prises de distance avec Henri Konan Bédié, en passant par sa relation ambiguë avec Tidiane Thiam, son ascension politique est jalonnée d'interrogations et parfois de tensions. Pourquoi Jean-Louis Billon aspire-t-il aujourd'hui à la magistrature suprême? Quelle est sa vision pour la Côte d'Ivoire? Peut-il fédérer un parti divisé et convaincre au-delà de son cercle politique? Dans l'appart politique, il est temps d'obtenir des réponses. Qui est véritablement Jean-Louis Billon? Que veut-il pour la Côte d'Ivoire? Quelle est sa part de lumière et d'ombre? Bienvenue dans l'appart politique. Bonjour Monsieur Jean-Louis Billon. Bonjour. Bienvenue dans l'appart politique. Merci. Alors l'appart politique, c'est un peu aussi chez vous parce qu'on essaie de faire en sorte que notre appartement prenne un peu la couleur de nos invités avec quelques photos qui retracent un peu votre vie. Alors, si vous deviez vous laisser à en commenter trois, lesquels ce serait? Mais je commencerai par le début. Ouais. L'enfance, insouciance, bonheur avec les frères. Chose qu'on va plus jamais vivre. Ouais. Voilà. Ils comptent énormément pour vous, vos frères? Oui. Ce sont mes vrais amis. D'abord, une vraie fratrie. Les plus vrais, ceux à qui on fait énormément confiance. C'est ça? Oui, bien sûr. Inconditionnel. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui de vos ambitions, de votre vie politique? Bon, ils respectent mon choix. C'est pas le leur. Ils sont très en retrait de la vie publique. Ce sont des bosseurs, côté entreprise. Et puis, si je peux aussi réussir en politique, c'est parce que eux assurent les arrières de l'autre côté. Donc c'est bien aussi. Alors, en haut à gauche, je sais que vous avez donné le choix, mais j'ai envie d'en parler, c'est votre épouse. Oui, très présente dans la vie sociale. Là, on était dans une activité socio-culturelle, puis elle fait beaucoup pour les communautés. C'est bien sûr votre épouse, j'imagine, elle compte énormément pour vous. Qu'est-ce qu'elle vous apporte dans cette vie que vous avez choisi de... Déjà son amitié, et puis elle aussi, c'était pas son choix, la politique. Mais au moins, elle m'accompagne et elle me soutient. Elle a tenté de vous en dissuader au début? Non, pas vraiment, mais bon, beaucoup de gens essaient de vous en dissuader, mais quand ça vous prend, et puis vu ma détermination, tout le monde se dit vaut mieux l'accompagner, essayer de l'en dissuader. Et du coup, avec votre famille, vous avez choisi vraiment de les protéger de la vie publique. On les voit très peu, ils prennent pas de... Et puis eux-mêmes ont appris à se protéger. Ouais. Ils aiment pas être exposés, ils aiment pas qu'on parle d'eux forcément par rapport à moi. Ils ont leur vie, ils ont leur caractère, tous, et c'est très bien comme ça. Ouais. Et puis, quand on est un homme public, quand on gère la chose publique, eux-mêmes se mettent en retrait pour pas me mettre dans une position inconfortable. Il y en a beaucoup qui gèrent avec la famille. Oui. Chez nous, non. Les Ivoiriens auront en face que Jean-Louis Billon, et Jean-Louis Billon rendra compte. Voilà. Alors, une troisième photo à commenter, ce serait laquelle? Non, après la famille, mon père qui me manque, que je regrette plus. Mais bon. Laquelle des deux? Il est ici, un peu plus jeune, et là aussi en train de recevoir. Oui, ça à ses débuts et là à la fin. Cette photo est intéressante. Il avait été décoré lorsque l'on
d'inaugurer l'usine Unicao à l'époque, qui était la plus grande usine de broyage de cacao de la sous-région, et on venait de la terminer, c'était lors de l'inauguration. Sauf que le ministre de l'époque ne savait pas qu'il avait déjà cette décoration. Il l'a eu 2 fois. Et donc il a eu 2 fois. Bon, il a dit c'est pas grave, mais bon, vous pouvez pas me donner 2 fois la même décoration. Vous êtes et ça veut dire que il n'y a pas eu de mémoire de la chose, et ça a été corrigé après. Vous êtes fier de votre père et de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a fait de vous et de vos frères. Bien sûr. C'était quel genre de personne? Bon, c'était quelqu'un de juste, quelqu'un de sévère quand il fallait être sévère, d'ouvert. Vous avez pris des taloches? Non, pas vraiment. Il avait suffisamment d'autorité pour pas avoir à en arriver jusque-là, mais bon, c'est arrivé. Ouais. Alors, je vous propose qu'on continue cet entretien installé confortablement dans notre canapé. On va vous laisser découvrir la maison. D'accord. Alors, Monsieur Billon, j'espère que vous êtes confortablement installé. Très bien. Ça vous change comme cadre pour des interviews? Oui, ça change. Ouais. Ça change. Ça fait moins formel. Je me sens chez moi, en appartement. Ah, c'est l'objectif, que vous vous sentiez un peu chez vous. Voilà. C'est pour ça que je suis en décontracté. Alors, on va se replonger un peu dans votre enfance. Vous êtes né en 1964. C'est ça. À Bouaké. Ensuite, vous avez grandi entre Abidjan et Dabakala. Comment cette pérégrination vous a façonné, ces environnements vous ont influencé? Mais déjà, entre Dabakala et Abidjan étaient séparés de 500 kilomètres, un peu moins aujourd'hui, mais il y avait 500 kilomètres, peut-être même un peu plus. Et on a vu l'évolution de la Côte d'Ivoire entre l'enfance et l'âge adulte. Puisque un pays en développement, en construction, tous les 6 mois, il y a quelque chose qui changeait. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. La piste, c'était la plupart du temps sur la route. Et puis après, progressivement, la piste a été en meilleur état. La route s'améliorait, des bâtiments se construisaient, les villes grandissaient. Donc on a vécu tout ça de façon assez douce. Et puis la grosse ville avant d'arriver à Dabakala, c'était Bouaké. Et plus tard, ça a plus été Yamoussoukro. Yamoussoukro est rentré en grands travaux à partir de 76, 77. Et quand vous repensez à votre enfance, c'est quoi votre plus beau souvenir? Oh, mes grands-parents. Oui. Ils étaient à Dabakala, donc je passais toutes mes vacances. Chaque fois que j'avais des vacances scolaires, vacances de Noël, vacances de février, vacances de Pâques, j'étais tout le temps à Dabakala. Même les grandes vacances, c'est très tard que je ne partais plus à Dabakala. Alors, quand on parle de la famille Billon, on pense bien sûr à votre père, Pierre Billon. Il a bâti un empire, mais vous avez choisi il fuyait les projecteurs. Il avait une vie très discrète, mais vous avez choisi cette vie-là, qui est plutôt publique. Pourquoi? Je sais pas. C'est comme un appel. Je sais pas. C'est vrai que lui, c'est surtout un industriel, un bâtisseur. Il était très discret, mais quand même avec une forte présence, une forte personnalité. Mais moi, j'ai choisi la vie publique aussi par rapport au monde des affaires. Toujours insatisfait par rapport à l'environnement dans lequel nos affaires évoluent, et avec une classe politique en décalage avec le monde économique. Je me suis dit à un moment donné, il faut relever le débat, faire en sorte que cette classe politique ne nous serve pas tout et n'importe quoi. D'où ce combat au niveau de la chambre de commerce à un moment donné. Alors j'imagine que quand on grandit dans une famille qui est aussi influente, il y a énormément d'attentes. C'était le cas quand vous étiez plus jeune, enfant? D'attentes par rapport à qui? Par rapport au succès, continuer sur la lancée de ce qu'a accompli votre père. Ah oui, c'est pour nous c'est un défi quotidien. C'est un défi quotidien. Et il faut savoir que les entreprises qu'il nous a laissées ont évolué au fil des ans. On a traversé la crise. C'était pas facile. C'est pas facile. En vérité, c'est un vrai challenge. Mais enfant, vous la ressentiez aussi, cette pression, cette attente? Oui, parce que très tôt, on vous formate pour ça. Nos vacances, on faisait des stages en entreprise, pendant que les autres jouaient, nous étions en stage en entreprise, en bleu de travail, au garage ou dans les champs.
Et puis les discussions avec les parents, se former pour être capable d'assurer la suite. Donc oui. On vous a pas laissé le choix, le petit Jean-Louis Billon, est-ce qu'il avait des rêves? On voulait tous devenir, je sais pas, vétérinaire, astronaute. Vous saviez déjà. Non, de ce côté-là, on avait le choix. Soit on continuait dans l'entreprise familiale, soit on faisait notre choix, mais l'exigence c'était, si vous décidez de faire autre chose, faites-le bien. Faut pas laisser la proie pour l'ombre. Est-ce que vous avez l'impression que cette recherche de l'excellence vous a volé une part d'insouciance en tant qu'enfant? Non, pas vraiment. Non. Vous avez vécu votre enfance? J'ai vécu mon enfance. J'étais content d'être à l'école, au collège, au lycée. Non, de ce côté-là, non, pas du tout. Par contre, même nos stages étaient enrichissants. C'était amusant pour nous d'apprendre à nettoyer un moteur, à remonter le moteur, le démonter, monter les roues, démonter. Il y a plein de jeunes aujourd'hui, ils crèvent au bord de la route, ils savent pas changer un pneu. Je pense que je sais pas changer de pneu non plus. Est-ce qu'il y avait de la concurrence entre vous et vos frères? Vous avez trois frères? Non, il n'y a pas de concurrence parce que nous entre mon premier frère et moi, il y avait 4 ans. L'autre, il y avait 6 ans. Et le dernier, il y a 13 ans. Donc, on n'est pas en concurrence. J'ai toujours été le grand frère pour eux. Vous la reconnaissez, cette photo de vous, enfants, tous les 4? Oui. C'est à la maison. Les 4 garçons. Mon père voulait une fille, il a jamais eu, il a eu 4 garçons. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? C'est mon enfance. J'étais adolescent. À cette époque-là, je pense que j'étais soit au lycée Garçon de Bergerville, soit au collège moderne d'Abidjan 2, c'est-à-dire à Beauregard. Donc c'était pendant le week-end quand j'étais rentré de l'internat. Hervé, l'un de vos frères qui est sur cette photo n'est plus de ce monde. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de lui? Oh, c'était mon petit frère. Donc c'est particulier. C'est une présence qui vous manque. Est-ce que forcément, oui. Il aurait été d'un grand soutien aujourd'hui pour vous dans vos aspirations? Oui, toujours. Ouais. Toujours. Dès le départ. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à votre père s'il était vivant? Est-ce qu'il y a peut-être une chose qu'il ne vous a pas dit avant de partir que vous auriez aimé entendre, qui aurait fait de vous un homme plus complet? Tiens, je me suis jamais dit ça. Par contre, il nous a beaucoup parlé de tout temps, que ce soit mon grand-père, mes parents, ils nous ont toujours parlé, même enfants, comme on parle à des adultes, pour ne pas infantiliser les garçons que nous étions, et nous donner des conseils de tout temps. Comme je disais, déjà il conduisait lui-même. Donc nous, on parlait beaucoup en voiture, il venait nous voir souvent là où on faisait nos études, et puis on passait beaucoup de temps ensemble, très très famille. Donc nos parents nous ont toujours beaucoup parlé. Je peux pas vous dire que le côté politique que je fais, lui ne le faisait pas, donc il peut pas tellement m'en parler, mais il avait des anecdotes avec des acteurs politiques intéressantes. Oui. Avant de partir, il avait un regret parce que la Côte d'Ivoire était en pleine crise en réalité. Et il nous a dit, vous n'êtes pas formé pour gérer dans une crise. Je l'ai rassuré. On se battra. Vous avez traversé d'ailleurs cette crise avec le groupe. Avant de faire de la politique, il y a eu tout un parcours académique, des expériences à l'étranger, une jeunesse. Vous avez étudié le droit des affaires en France et vous avez poursuivi aux États-Unis. Pourquoi ce choix? Et puis comment est-ce que ces expériences ont façonné votre approche du C'était surtout, moi j'étais très bien adapté en Côte d'Ivoire, peut-être un peu trop bien. C'est ce que pensaient les parents. Non. Un peu trop bien. Oui, un peu trop bien. Pourquoi? Parce que bon, j'étais bien à Beauregard, j'étais bien à Bergerville, je voulais pas quitter la Côte d'Ivoire. Et chaque fois, c'est eux qui m'ont, je fais que
obéir aux parents, et ils ont choisi de m'inscrire en France pour que je voie autre chose. Hein. Et après partir aux États-Unis également pour cet éveil, cette connaissance du reste du monde pour plus tard. Donc ça m'a servi forcément, hein, parce que mon père voyageait beaucoup. Il faisait régulièrement le tour du monde pour voir ce qui se passait dans le monde, ramener quelques affaires et tout ça, essayer des choses qui voulaient qu'on ait un esprit international. Et donc j'imagine que si vous étudiez le droit des affaires, c'est que le jeune Jean-Louis Billon avait déjà fait son choix, c'était de reprendre... Non. Vous avez dit une chose tout à l'heure. Est-ce que on avait des rêves, oui. Tout ça. Moi je dis toujours, j'aurais aimé être pilote automobile, mais il n'y avait pas d'infrastructure pour ça ici. Il n'y a pas de centre de formation automobile. Et tout ça. Donc vous êtes un amateur de voitures, de course. Mais si jamais il y avait eu ça, comme dans d'autres pays, peut-être que j'aurais tenté. Le droit des affaires, là c'est parce que le droit est une matière qui est générale, hein, qui touche à tout. Il n'y a pas que du juridique. Le droit des affaires, c'était clairement pour les affaires. Alors, je vais revenir sur cette petite passion, sur cette envie de devenir pilote automobile. Parfois, quand on devient plus grand, on réalise les rêves qu'on avait quand on était enfant. Vous avez jamais essayé de prendre des cours, vous retrouver sur un circuit, et vivre un peu cette passion? Prendre des cours, non, mais aller louer un véhicule, faire un tour de circuit, oui, c'est amusant. Ouais. Mais c'est... Vous m'emmenez... Ceci dit, c'est exigeant. Hein. Vous m'emmenez un jour? Ah ben moi, ouais. je suis pas pilote, donc j'espère que en sécurité à mes risques et périls. Ce serait à vos risques. Alors, vous auriez pu rester à l'international. Vous avez fait le choix du retour. Est-ce que vous avez été convaincu par votre père ou c'était un choix personnel de rentrer? C'est-à-dire que il m'a demandé à un moment donné ce que je voulais faire. Moi, j'étais aux États-Unis, j'y travaillais, et je suis arrivé à un tournant où soit je restais, soit je rentrais. Je pense que si j'étais resté, il aurait été difficile pour moi de rentrer. Il y en a qui votre carrière professionnelle commence, vous la continuez, peut-être que je serais rentré qu'à la retraite comme d'autres. Hein. J'ai préféré rentrer parce que je lui ai dit, si je reste, je rentrerai pas de sitôt. Ouais. Vous commencez un processus complet, achat de maison, scolarisation des enfants, crédit bancaire, tout ça, parce qu'en Amérique c'est comme ça. Oui. Et très vite vous êtes dans le système. Et moi j'étais très bien là-bas. Hein. Mais à un moment donné, il faut faire le choix de rentrer. Alors 36 ans, vous prenez la tête de non, j'ai pas pris la tête directement. PDG. J'ai fait mes classes partout. J'ai fait mes classes. Vous savez, en entreprise, pour ne pas arriver directement à la tête, on est passé par tous les départements de l'entreprise. Hein. J'ai été, comme je l'ai dit, en bleu de travail. Faire les différents départements commerciaux, finances. Transport, tout ça avant de... Ouais. Comment vous avez géré la transition après votre père, j'imagine, quand on arrive... c'est vrai que tous les employés vous connaissez, c'est une entreprise familiale, mais il y a énormément de pression. Comment on s'y prépare? Comment on se met dans les conditions pour prendre la relève? Non, je pense que déjà il faut respecter ses employés. Eux-mêmes vous respectent si vous les respectez. Et puis ils ont leurs compétences. Vous reposez beaucoup sur les employés. Donc on a très vite travaillé en équipe sans problème. Vous réalisez rien tout seul comme ça. Faut pas croire. Alors c'est un grand défi de diriger une entreprise familiale. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute, des moments où vous vous êtes dit Jean-Louis, tu n'es pas à la hauteur, tu devrais peut-être passer la main, tu devrais faire autre chose? Il y a toujours des moments de doute, mais bon, d'abord il faut savoir s'entourer. Ensuite, je pense que le plus difficile, c'est la traversée de la crise. On n'est pas formaté pour gérer une entreprise avec une rébellion, avec des pillages, avec des contrôles fiscaux intempestifs et injustifiés simplement parce que le pays dans lequel vous vivez
a besoin d'argent pour fonctionner. Vous étiez d'ailleurs l'une des seules entreprises à continuer à payer ses impôts à cette période-là. Et ses salariés, oui, on l'a fait. Mais donc c'est pas facile. Hein. Et puis en même temps, commencer l'action publique, je pense que ça m'a aidé. Ouais. Et ben justement, vous avez fait donc le choix de commencer à faire de la politique. Besoin d'engagement public. Pourquoi, quand on est à la tête d'un groupe qui fonctionne aussi bien, qu'on est dans les bonnes conditions Mais déjà, qui fonctionne si bien, oui et non, ça pourrait fonctionner mieux, dans un meilleur environnement. Ça pourrait fonctionner mieux, avec de meilleurs leadership, avec de meilleures décisions. C'est tout l'engagement. Et je pense que je parle pas que pour nous, mais pour l'ensemble des Ivoiriens que je côtoie, pour les jeunes entrepreneurs, il y a tellement de possibilités si on pensait autrement pour eux. Comment on se prépare à rentrer en politique? Quand on est à la tête d'un groupe, on sait que c'est un terrain miné. On se prend des coups, il y a des invectives, on a une vie de famille, on devient exposé à tout ça. Comment vous vous préparez à ça? On s'y prépare pas, on se lance. Et quand on se lance très tôt, après, on est habitué, quoi. C'est un réflexe, aussi simplement que ça, on se lance. Pour moi, oui, il faut décider de se lancer ou pas. C'est intéressant, déjà. Je pense qu'il faut faire ses classes en politique et commencer au niveau local avant de penser niveau national. Il faut rencontrer les jeunes, les femmes, les anciens, les commerçants, les transporteurs, tout le monde. Toutes les composantes de notre société. Tourner dans le pays, gérer le législatif, gérer la commune ou la région, c'est une expérience. Donc vous n'arrivez pas comme ça en disant je vais juste faire de la politique. Sinon, vous faites une chose et après vous arrêtez, vous passez à autre chose. Est-ce que vous étiez un tant soit peu militant, même en étant chef d'entreprise, vous aviez déjà des attaches dans ce monde-là, un attachement pour oui, parce que vous supportez des personnes politiquement déjà, vous les accompagnez, et puis vous souhaitez voir telle personne réussir ou pas. Donc il faut pas rester complètement neutre, sinon vous allez finir par subir. Hein. Il faut même les écouter et leur dire ce qui va pas. Et Dabakala, c'était la porte d'entrée la plus évidente pour vous? Dabakala, c'était un engagement. Ça n'a pas été facile parce que quand je me suis fait élire maire, il y a eu la rébellion juste après. Et le pays a été coupé en deux pendant longtemps. On a à peine travaillé un an et demi, et juste après, il y a eu la rébellion, le pays coupé en deux. La mairie a été détruite, on a dû la refaire. Hein. Et malgré ça, on a pu faire des choses. Quand vous êtes élu maire à Dabakala, quand les résultats tombent, c'est quoi vos émotions? Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Qu'est-ce que la famille se dit à ce moment-là? Est-ce que on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans cet environnement qu'on a toujours connu? En tout cas, on le souhaite. On souhaite apporter un changement positif. Comme je dis, mon seul regret, ça a été cette rébellion qui nous a freinés. Mais oui, on est engagé, on veut que ça change. Arriver dans une zone de la commune qui n'a pas d'eau et vous apportez de l'eau, vous êtes content. Il y a quelque chose de fantastique dans l'engagement au service des autres, dans l'engagement public. C'est de pouvoir améliorer le bien-être et les conditions de vie. Donc quand vous réalisez ça, c'est votre satisfaction. Dabakala, c'est important pour vous, on l'entend quand vous parlez. La plus belle réalisation pour vous de ce côté-là? Bon, je dirais, tout à l'heure j'ai parlé d'eau. De l'eau, ouais. Je me souviens un village qui n'a jamais eu d'eau. Et on a fait le pari de trouver de l'eau. Alors, on a fait venir les entreprises de forage, rester des mois, personne ne trouvait d'eau. Et un jour, on a trouvé l'eau. Je crois que c'est le moment le plus heureux pour moi, quand je suis arrivé dans le village, et de voir les populations qui m'ont porté. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est un village dans lequel je ne fais même pas de campagne. Quand j'arrive,
et il m'offre un verre d'eau en disant ça suffit. Mais il parcourait des kilomètres pour avoir de l'eau. Et c'était pas normal de voir des kilomètres, d'avoir à parcourir des kilomètres. Les conséquences, c'était que les enfants n'allaient même pas à l'école parce qu'ils étaient cantonnés à ces tâches ménagères, aller chercher l'eau loin et ramener l'eau toute la journée, très tôt le matin. Donc, déjà les jeunes filles, pas du tout, hein, pas scolarisées. Et une fois qu'il y a l'eau à proximité du village, c'est terminé, tout change. Rien que ça. Et plus tard, l'électricité et tout ça, bon, donc ça va. Vous, c'est quoi la clé, la proximité avec les populations, l'écoute, ressentir ce qu'ils vivent vraiment. Vous pouvez pas être bien vous-même si autour de vous les gens sont mal. Hein, ça se résume à ça. Donc il faut faire en sorte que les gens soient bien autour de vous. Vous avez été ensuite ministre du Commerce de 2012 à 2017. Non, j'ai eu un parcours avant. Hein. Oui. J'étais président de la Chambre de commerce. Bien sûr, aussi. Aussi. Avant d'être au gouvernement. Une fois au gouvernement, la réforme la plus difficile pour vous à faire passer, c'était laquelle? Non, il n'y a pas eu de réforme difficile. Vous avez changé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de codes qui sont entrés en jeu pour assainir l'environnement économique. Il y a eu des défis à relever. Pour les consommateurs, le code de la consommation, hein, qui était en gestation depuis plusieurs décennies et ils n'arrivaient pas à le sortir. Donc on a pu s'asseoir tranquillement, travailler sur le code de la consommation et le sortir. Pareil pour le code de l'artisanat et remettre sur pied la commission de la concurrence, parce que tout le commerce c'est pas seulement un terme, c'est tout un environnement, un écosystème qui fonctionne bien. Quand les lois également fonctionnent. Toutes les lois du commerce dataient des années 50 et 60, donc il fallait les mettre à jour. Donc bon, c'était un travail peut-être harassant, mais bon, c'est un travail qu'on a fait, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment que en repassant aujourd'hui, cadre du PDCI-RDA, député maire d'Abakala, cet aspect-là de votre carrière politique, ces changements que vous avez apportés, est-ce que vous avez le sentiment de bénéficier de tout le crédit de ce travail? Est-ce que vous pensez qu'on l'oublie? Il faut pas attendre le crédit, on oublie. Alors, beaucoup de politiques font tout pour que leur action soit visible. Mais c'est ça, on veut laisser une trace quand on rentre en politique, quand on fait du changement. Mais malheureusement, en politique, on retient très peu de personnes. Dans l'histoire, quand vous faites vos cours d'histoire, qu'est-ce que vous retenez? Les grandes réalisations économiques, commerciales, de développement et tout, on les retient pratiquement pas. Parce qu'on estime que c'est normal de le faire. Et c'est normal de le faire. C'est pour ça qu'on est élu. Ce que l'on retient, malheureusement, sont les mauvaises nouvelles. C'est les guerres, les héros de guerre, ceux qui ont fait ceci, ceux qui ont fait cela. C'est ça l'histoire. Mais vous voulez quand même qu'on retienne quelque chose de vous? Je veux que les gens soient bien au moment où j'étais là. Et que ça continue un temps, parce qu'après, il y a des changements, il y a une relève qui vient. C'est une continuité. C'est un travail. Il faut vraiment voir ça comme un travail et faire bien son travail. Une bonne gouvernance, enlever la corruption, assurer l'éducation, la santé, le cadre de vie des populations. C'est pour ça qu'on est élu. On n'est pas là pour faire quelque chose d'extraordinaire, non. Et ça, c'est normal. Vous pensez que tous les politiques pensent de la même façon? J'ai l'impression parfois que c'est un discours formaté, apprêté, mais est-ce que vous pensez que certains le vivent réellement, cet engagement, ou sont juste là C'est-à-dire, vous avez des acteurs politiques, des personnes qui rentrent en politique pour être quelqu'un, hein, d'autres même pour s'enrichir. Et cette approche-là, elle est mauvaise. Votre engagement doit être que pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Faire en sorte que leur cadre de vie s'améliore, faire en sorte que tout l'environnement autour se développe, se modernise. Hein, c'est ça. Et faire en sorte que les jeunes puissent se dire, il sera facile pour moi de trouver un emploi. Ce sera plus facile pour moi de créer mon entreprise. C'est tout ça qui rentre en jeu. Mais si un jeune arrive en âge de travailler
et qu'il n'a aucune opportunité, c'est un échec. Alors, vous avez parlé de votre engagement politique quand on arrive, pareil, dans le milieu des affaires et qu'on n'y connaît pas grand-chose. On se cherche des mentors. Vous avez fréquenté des figures historiques, notamment le président Henri Konan Bédier. Est-ce que vous pouvez me parler de la relation que vous aviez? Henri Konan Bédier, c'était un père pour nous dans le parti. Peut-être incompris pendant qu'il était président et qui a vécu un coup d'État et qui n'avait de cesse après de faire en sorte qu'il y avait qu'une cohésion règne. Et dans ce sens-là, il était d'un grand enseignement, même dans son caractère. Quelqu'un qui s'exprimait beaucoup. On disait qu'il parlait peu. Il parlait peu. Ça dépendait des jours. Et par contre, il avait beaucoup d'humour. Il était extrêmement moqueur. Et quand il commençait, il s'arrêtait plus. C'est la grande particularité des présidents. Ils aiment profondément leur pays. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve chez tous. Quand on parle vous dites un père. Quand on parle d'un père, on pense à un héritage. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir gardé quelque chose de lui dans votre façon de faire de la politique ou de voir la Côte d'Ivoire? La défense du parti, oui. Et puis bon, en ligne de mire, le développement de la Côte d'Ivoire. Il faut voir que c'est un homme qui a participé aux premières années du développement du pays et qui était un des artisans, un des manœuvres du miracle ivoirien. Il y avait le président Houphouët, qui en était l'artisan principal, et il avait toutes ces petites mains qui sont ces personnes qui ont fait un travail remarquable à l'époque. Donc c'était toujours intéressant de discuter avec eux parce que ils ont vécu un pays en construction à ses débuts. Nous, on estime que nous sommes encore en construction, mais il y a déjà des bases. C'est pas pareil. C'est un peu comme moi quand j'ai pris l'entreprise familiale. Elle existait déjà. On peut avoir d'autres orientations, tout ça, mais elle existe déjà. Et c'est ça qu'il faut arriver à laisser aux Ivoiriens demain. On leur laisse un pays en meilleur état que ce qu'on a trouvé quand on est arrivé. Et aux générations d'après, d'améliorer ce qu'on a laissé à chaque fois. Et le plus difficile chez des acteurs politiques, c'est de savoir partir en se disant je vais essayer de toujours faire mieux. À un moment donné, il faut vous arrêter parce que les jeunes feront toujours mieux que vous. Les techniques auront changé. Il y a d'autres opportunités. Et voilà. Quel est le meilleur conseil qui vous est laissé, Henri Konan Bédier, que vous continuez d'appliquer aujourd'hui? Alors, c'est intéressant comme question parce que il m'a dit une chose pas très longtemps avant de partir. Il m'a dit tu feras attention à l'ingratitude. Je dis je comprenais pas. Et tu fais beaucoup de choses, mais tu feras attention à l'ingratitude. Il y en aura beaucoup qui seront ingrats. Ne fais pas attention, avance. Et je pense que c'est quelqu'un qui a vécu ça tellement de fois. C'est comme un conseil qu'il laissait. Et vous le vivez, vous aujourd'hui, cette ingratitude, vous avez le sentiment? Je le vis comme d'autres. Hein. Comment ça se traduit, une ingratitude en politique? Et en politique, par exemple, dans mon parti aujourd'hui, si le parti est encore là, c'est en grande partie grâce à moi et 2-3 autres personnes. Hein. Sinon, il aurait été phagocyté. Et puis, d'autres qui vont dire « Ah, mais tu n'as rien fait ». Alors que ce sont ces personnes-là qui n'ont rien fait. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, mais j'imagine que ça touche quand même quand on est dans sa famille politique de vivre ça. Ça vous affecte? Non. Il faut avoir une carapace pour continuer. Donc moi, je me suis bâti une armure il y a très longtemps. Votre ultime souvenir avec Henri Konan Bédier avant son décès? Ultime souvenir, il me tend un cigare, je dis je ne fume toujours pas. Il dit ah c'est vrai. Parce qu'il fumait le cigare. Oui, amateur de cigares. Avec mon frère, il fumait le cigare également. Ensemble. Donc, il dit non, toi tu fumes pas.
Pensez qu'il a laissé toutes les clés au parti pour survivre après lui? En tout cas, il a laissé le parti. Hein. Il a laissé le parti en bon état. Et il a même, avant de partir, préparé le 13e congrès. Tout était prêt. Il ne reste qu'à le tenir. Ne pas tenir ce 13e congrès, c'est le trahir. Voilà. Aujourd'hui, le PDCI est un tournant décisif, la compétition entre des grandes figures de proue que vous êtes, et Tidiane Thiam notamment. Elle ne se joue pas seulement dans les coulisses du parti, mais aussi dans l'imaginaire des Ivoiriens. On a envie de savoir. Vous connaissez depuis très longtemps avec Tidiane Thiam. Vous avez évolué dans les mêmes sphères économiques, politiques, familiales. Est-ce que c'est une opposition entre vous qui est strictement politique, ou elle a eu des ramifications sur le plan personnel? Je vais vous dire, sur le plan personnel, il n'y a pas on n'était même pas en compétition en entreprise ou en politique. Ce que moi je dis, il est rentré il n'y a pas très longtemps, après une longue absence du pays, et les personnes qui l'entourent le conseillent très mal. Hein, voilà. Donc je pense qu'il a commencé à corriger. En faisant venir quelqu'un comme Guy Kawé, qui lui connaît les premières personnes avec qui il a fonctionné n'étaient pas au fait des choses du parti. Hein. Donc voilà le reproche principal, et ça a des conséquences. Sinon, il aurait été très simple de faire très vite. En tant que tout nouveau président, de faire très vite un bureau politique, très vite le congrès, et on aurait déroulé tout un processus, tous ensemble, sans aucun problème. Mais vos relations personnelles avant tout ça? Ah mais bon... Vous avez grandi ensemble? Non, pas vraiment. Lui, il était pas mal à l'étranger, hein, déjà, au Maroc, un petit peu en Côte d'Ivoire avant de repartir, et il est revenu en tant que ministre. Moi, j'étais absent à un moment donné, et lui il était à Cocody, moi j'étais à Beauregard, donc on se trouvait peut-être côté famille, mais on peut pas dire qu'on a grandi ensemble. Et puis la longue période professionnelle, lui l'a fait à l'international, et moi ici. Et vous vous parlez encore aujourd'hui? Bon, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, mais bon, il n'y a pas de raison qu'on ne se parle pas. Ouais. Alors votre candidature, elle est perçue par certains comme une source de division au sein du PDCI. Est-ce que c'est une fracture qui est irréversible ou une concurrence saine? Ça, on n'en sait rien. Ouais. On va voir. Hein. On va voir. Il faut déjà tenir toutes les instances que j'ai mentionnées, bureau politique, congrès, convention. Il faut que le parti vive. C'est ça la vraie vie d'un parti politique. Et la force du PDCI, c'est qu'il tenait tout ça. Il y a toujours eu un débat au sein du parti. Alors, l'un ou l'autre va devoir renoncer à ses ambitions pour que le parti ait un candidat. Qui ça devrait être, selon vous? Ah, ça devrait être lui. C'est celui qui connaît le moins la Côte d'Ivoire. Ouais. Vous pensez réellement que il a pas les clés aujourd'hui pour Non, ce que je dis, qui est très simple, c'est qu'il est parti trop longtemps du pays pour le connaître comme nous on le connaît. Et la population a quasiment doublé. Quand il partait, il y avait 2 ponts, il revient, il y en a 5 ou 6. Tout a changé, tout a changé. Il y a plus de tours, il y a plus d'entreprises, il y a plus de monde. C'est une autre Côte d'Ivoire. C'est difficile d'arriver et dire je vais gérer un pays que je ne connais plus vraiment. Voilà. Est-ce que vous vous sentirez trahi par le parti ou ses militants si le choix s'opérait pour Tidiane? Non, pas du tout. Le vrai problème au niveau du parti aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas les choses dans la clarté. Et j'ai toujours dit, si les choses ne sont pas faites dans la clarté, moi je me réserve toute opportunité. Et pour l'instant, le parti n'en prend pas la voie. Alors, Jean-Louis Billon,
2025, qu'est-ce que vous voulez apporter justement dans un premier lieu à votre parti et puis ensuite à la Côte d'Ivoire? Non, c'est surtout à la Côte d'Ivoire. Hein. Il faut passer par le parti aussi. Non, c'est surtout, c'est surtout à la Côte d'Ivoire. On est tous engagés en politique pour servir et pour servir les Ivoiriens, pour servir la Côte d'Ivoire. Hein. L'instrument quel qu'il soit doit être façonné pour servir la Côte d'Ivoire. Hein. Donc, c'est qu'est-ce que l'on va apporter à la Côte d'Ivoire. Et ma principale préoccupation, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes qui aujourd'hui sont désemparés. Vous avez une population de plus en plus jeune qui arrive sur le marché du travail, il n'y a pas d'emploi, avec une vie qui est chère, il n'y a pas d'opportunité. Je dis dans tous mes discours, il ne faut pas que la Côte d'Ivoire soit seulement une terre d'espérance, il faut en faire une véritable terre d'opportunité. C'est pas normal que dans un pays en construction comme le nôtre, vous ayez autant de monde laissé pour compte. Tous ces jeunes qui restent au bord de la route. Et pour ça, il faut redonner la primauté à l'intérêt général, redonner la primauté à l'Ivoirien et faire en sorte que l'Ivoirien soit premier chez lui. Moi, je le dis, il y a du patriotisme économique. Dedans, il y a la préférence nationale. Alors, il y en a qui disent « Ah, mais c'est xénophobe ». Non. Il faut d'abord que les Ivoiriens soient bien, et après les autres pourront l'être. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous êtes peut-être déconnecté aussi, que vous êtes un grand chef d'entreprise, que vous connaissez pas la réalité des petites gens? Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais parce que ça, c'est une image, c'est une critique facile. Mais bien au contraire, on connaît mieux les réalités. Parce qu'on embauche des personnes, on côtoie ces personnes matin, midi, soir, on est au courant des problèmes de ces personnes matin, midi, soir, et ces personnes vivent en Côte d'Ivoire. Donc, et nous-mêmes, nous vivons dans un environnement, des familles, des cousins, des frères, des sœurs, des parents, et tout ça, qui vivent toutes les réalités. Donc, bien au contraire, on a un spectre beaucoup plus large, depuis les plus hautes sphères jusqu'aux personnes les plus défavorisées. Donc, moi, je connais mieux les réalités que celui qui ne connaît que sa réalité. C'est ça une connaissance. Est-ce que c'est frustrant qu'on vous ramène toujours à cette condition du chef d'entreprise qui a réussi, de la grande fortune, et qu'on s'intéresse peut-être moins à ce que vous avez envie de... C'est pas frustrant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, au contraire, j'aimerais voir plus d'Ivoiriens dans ma condition que l'inverse, et faire en sorte qu'il y ait un maximum d'Ivoiriens dans ma condition, et mieux encore. Donc, au lieu de ramener tout le monde vers le bas, je veux ramener la majorité vers le haut, et faire en sorte que on puisse partager plus la richesse que de partager la pauvreté. Alors, une petite question, j'ai envie de vous poser. Est-ce que la classe politique, de façon générale, fait payer à ceux qui ne font pas partie du sérail justement cette... En tout cas, ils vous voient différemment. Ouais. Ils vous voient différemment. On vous voit comment? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qu'on pense de vous? Qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Ou bien, pourquoi est-ce que tu viens nous déranger en politique alors que tu as déjà tout? Mais non, je n'ai pas tout. Qu'est-ce qui vous manque? Je suis pas satisfait de la manière dont vous gérez le pays, donc je n'ai pas tout. Et je veux que le pays soit géré autrement. Bah, écoutez, Trump est beaucoup plus riche que tout le monde en Côte d'Ivoire. Il est président des États-Unis. Il a déjà tout. Mais il veut autre chose pour son pays. Et pareil, avant lui, aux États-Unis, c'est fréquent. Dans plein d'autres pays dans le monde, c'est fréquent. À un moment donné, il faut s'engager et apporter autre chose, une autre vision, un autre logiciel. Pensez qu'elle a besoin d'un grand... Et le fait de penser entreprise va faire que le pays va penser plus entrepreneuriat, donner plus d'opportunités aux jeunes. Pensez que la classe politique a besoin d'un grand renouvellement, selon vous? Est-ce que les idées sont... Ah oui, complètement. Ouais. Oui, je pense. Je pense qu'il y a des personnes qui restent trop longtemps en politique en Côte d'Ivoire. Moi, je dis 2025, l'après 2025, on doit changer de président de la République et on doit basculer sur une toute nouvelle génération,
celle qui n'a pas travaillé avec le président Houphouët. Jusque-là, il y a trop d'anciens qui ont connu Houphouët et qui ont travaillé au quotidien avec lui. Houphouët a été leur patron. Et pour la première fois, on a l'occasion d'avoir un président, je le souhaite, qui n'a pas travaillé au quotidien avec le président Félix Houphouët-Boigny. On bascule bien après les indépendances. Donc il est grand temps que la Côte d'Ivoire connaisse ça. Il y a eu le président Laurent Gbagbo, mais il était opposant d'Houphouët. Hein, donc il était côté Houphouët également. Et les héritiers d'Houphouët, qui ont fait leur bagarre politique par la suite, bon, il est temps qu'on tourne la page et qu'on passe à autre chose. On a l'impression que peut-être que vous-même, vous avez peut-être hésité à un moment aussi, quand il était temps d'y aller. Beaucoup pensent que vous avez raté. Non, pas du tout, parce que à cette l'occasion, on dit souvent qu'il faut tuer le père. Il faut vous avez peut-être hésité. Voilà, il faut pas confondre l'attente. Et moi, je me préparais à être candidat en 2020, et malheureusement, pour moi, le président Bédié a décidé d'y aller. Mais j'avais pas encore fait de déclaration de candidature. Mais le fait, justement, de m'être battu pour préserver le PDCI, ensuite d'animer des meetings, tout le monde s'est dit, c'est lui qui va. Mais bon, et c'est justement là qu'il faut comprendre mon comportement d'aujourd'hui. Le même président Bédié qui nous dit on va changer désormais de manière de faire dans le parti. Le président du parti ne sera plus candidat. Et c'est ce qu'on avait décidé, c'était acté pour le 13e congrès de notre parti. Et ceux qui veulent encore exister, qui étaient à ses côtés, il y en a une partie qui décide de faire autrement. C'est eux qui trahissent le président Bédié. Il est temps que le PDCI se modernise. On peut pas faire du neuf avec du vieux, soyons sérieux. Soit le PDCI se modernise, soit il sera fragile à jamais. Voilà. Pour vous, est-ce que cette décision de revenir sur son souhait, est-ce que c'est la pire tâche ou insulte à sa mémoire, à son héritage politique? Ah, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui, parce que alors et voilà comment il exprimait ça. Il dit moi j'ai géré le parti, j'ai été président du parti en étant président de la République. Je suis président du parti sans être président de la République. C'est deux choses différentes. D'avoir à gérer un parti quand vous êtes au pouvoir et à gérer un parti quand vous n'êtes pas au pouvoir. L'environnement est différent. Vous devez gérer les humeurs des militants, les attentes, les problèmes du parti et tout, et vous n'êtes pas au pouvoir. Ce qui est plus facile quand vous êtes au pouvoir. Ne serait-ce que en trouvant des postes aux uns et aux autres. Donc c'est beaucoup plus difficile. À partir de là, un candidat doit être complètement déconnecté de la gestion du parti, de sorte qu'il puisse se consacrer à une campagne et au combat politique pour gagner les élections. Faire les deux à la fois, c'est toujours difficile. On va dissocier cela, avoir une équipe dirigeante du parti, des personnes qui ont l'expérience politique avérée, avec leur militantisme, leur évolution dans le parti et tout, et on a fait tout le contraire. Complètement. Donc forcément, le parti piétine aujourd'hui. Voilà. Et le drame, c'est que c'est plein d'anciens qui ont déjà eu leur carrière politique, qui décident pour le futur. Non, il faudrait que les jeunes se réveillent. C'est leur avenir qui est en jeu, c'est l'avenir du parti qui est en jeu. On va s'intéresser à ce qui va se passer dans ces prochaines semaines. Ici, dans la part politique, on demande à nos invités de venir avec un objet qui représente pour eux un ancrage émotionnel. Il peut être personnel ou politique. Vous avez fait le choix de votre gourmette? Moi, j'ai tout sur moi. Alors, pour une raison toute simple, j'ai ma gourmette qui m'a été offerte il y a très longtemps par une personne qui m'est chère. Et voilà. Donc, j'ai ça sur moi. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Le bonheur, tout ce qui va avec. Et puis l'attachement à sa famille, à ses valeurs, aux personnes que l'on aime.
J'ai pas d'autres objets. Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, j'ai vécu la crise de plein fouet. Mes affaires, la maison à Dabakala avait été pillée, détruite, on a dû la reconstruire. Et pareil pour ma maison au moment de la crise post-électorale. Mais c'est très intéressant parce que notre invité avant vous, Simone Vegbagbo, a choisi la robe qu'elle portait le jour de son investiture, un symbole plutôt politique. Et vous semblez vouloir vous détacher. Vous auriez pu ramener votre cocarde de député, votre comment vous l'appelez, écharpe, non? Oui, l'écharpe. L'écharpe de maire. Ouais. La ceinture de maire. La ceinture de maire, ouais. L'écharpe de député. Non. Vous êtes détaché de ce... il faut voir, dissocier la fonction des valeurs réelles. Et les valeurs réelles, c'est la famille, c'est l'amitié. La politique, ça, il faut voir ça comme un engagement, un travail. Mais c'est pas toute votre vie. Hein, bien au contraire. Et vous êtes heureux aujourd'hui dans votre vie personnelle? J'ai pas de problème de ce côté-là, ça va. Alors, ce qu'on demande à nos invités, c'est de se livrer à nous, aux téléspectateurs, bien sûr, mais aussi de poser des questions qui peuvent être parfois difficiles. Juste à votre droite, on vous a posé une enveloppe, un stylo avec à l'intérieur une carte pour adresser une question à peut-être un de nos invités qui viendra sur ce plateau. On s'est peut-être dit que vous voudriez poser une question à Monsieur Thiam, mais vous avez toute la liberté de choisir la personne politique. Pourquoi lui en particulier? Parce que vous êtes au cœur de l'actualité. On vous oppose, on vous compare, on vous observe. Non, et donc je me disais que ce serait peut-être à lui que vous voulez que je pose une question à Tidiane Thiam? Non, dans la partie politique, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut ici. À qui vous voudriez poser une question? Vous recevez pas que des acteurs politiques. Ah si, la part politique. Oh. Ben oui. Alors, allez, peut-être 2 au choix. Non mais qui d'autre à part qui sont les prochains? Je peux poser une question directement au président de la République. Pourquoi pas? J'aimerais bien avoir le président de la République ici dans la part politique. S'il décide de venir. Ben oui, ce serait très intéressant, ce serait inédit en tout cas. Alors vous avez 2 options. Alors soit vous pouvez nous lire la question que vous lui adressez, ou alors vous pouvez la garder scellée dans l'espoir qu'il la lise un jour. Ah non, il faudrait qu'il vienne. Il faudrait qu'il vienne. Oui. Donc vous la gardez secrète? La garde secrète. Très bien. Alors c'est intéressant parce que en la gardant secrète, soit elle sera d'actualité, soit elle sera obsolète. Ça se trouve. Monsieur Billon, est-ce que vous pensez que si on garde cette question secrète, est-ce qu'il l'entendra un jour s'il décide de ne pas venir? J'aimerais bien qu'on la lise. Oui. Ouais. S'il décide de pas venir, vous l'ouvrirez. Vous voulez pas nous la lire? Maintenant, non. Ouais, non? Non. Elle reste secrète. Ça va peut-être l'inciter à venir. Invitez-le. On l'invitera. Voilà. Je cachette bien. Prenez toutes vos précautions. Ok, très bien. Un courrier donc adressé au président de la République. Tant qu'à faire, on tape le plus haut possible. Hein? Très bien. Parce que mon concurrent, c'est pas Tidiane Thiam. C'est le président de la République. Ah ouais. Et voilà. Vous avez déjà... Vous projetez déjà. C'est lui qui est en poste aujourd'hui. Et c'est son poste que nous visons. Qu'est-ce que vous en pensez du président de la République? Bon, en même temps, j'ai dit, c'est lui mon concurrent. On n'est plus vraiment concurrent. Parce que moi, je me projette déjà dans le futur. Et je pense que lui a fait ce qu'il avait à faire. C'est pour ça que je souhaite. Quand vous dites il a fait ce qu'il avait à faire, ça veut dire il faut pas repartir pour un autre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a fait ses mandats. Alors, vous connaissez l'histoire des 3 enveloppes? Dites-moi tout, je vous écoute. Les 3 enveloppes
C'est un président de la République qui, au soir de sa vie, fatigué, se dit bon, il est vraiment temps que je passe la main. Je suis vraiment fatigué. Il a un héritier politique qu'il appelle. Ça peut être son vice-président, son premier ministre, n'importe qui, vous imaginez. Et il lui dit, écoute, je suis vraiment fatigué et j'ai décidé de te passer la main. Tout est préparé pour que tu gagnes, donc c'est toi qui vas me succéder. Ah, monsieur le président, mais ça va être difficile. Non, rassure-toi, ça va être facile. J'ai laissé dans le coffre du bureau 3 enveloppes pour toi qui vont te guider pendant tes mandats. Donc les enveloppes sont numérotées 1, 2, 3 et dès qu'il y a une première crise dans le pays, parce que les crises arrivent toujours, tu ouvriras la première enveloppe. D'accord. Donc effectivement, le successeur commence. Au bout de quelques années, il y a une crise dans le pays, un grand mécontentement, et il se précipite dans le coffre, il ouvre la première enveloppe, et c'est marqué mais rejette toutes les fautes sur ton prédécesseur, et dis-leur que tu vas changer à partir de maintenant et tout. Et exprime-toi devant le peuple et explique que tu vas faire des changements profonds. Donc c'est ce qu'il fait. Un grand discours pour dire vraiment, le prédécesseur a fait beaucoup d'erreurs, nous allons corriger, voilà ce que nous allons apporter. Et tout se calme et ça va. Et quelques années encore après, nouvelle crise, il ouvre l'enveloppe numéro 2, et là, son prédécesseur avait écrit « Rejette tout sur l'environnement international et qu'on va se recentrer sur nos valeurs propres et le pays ira mieux. » Donc il va faire un grand discours nationaliste en disant « C'est la conjoncture internationale, ceci, cela, et il rejette tout, ça se calme un certain temps. » Et lors de la 3e grande crise, il se précipite presque heureux, souriant, vers le coffre, en se disant, bon, il y a une autre enveloppe, ce sera géré comme il faut. Il ouvre l'enveloppe numéro 3, et là, son prédécesseur écrit, si tu es encore là, écris 3 autres enveloppes pour ton successeur. Wow. Voilà la leçon. Ok, donc pour vous, ça y est, le président de la République en est au stade où il doit écrire ces 3 enveloppes. À un moment donné, il faut savoir partir. Ouais. C'est ce que je pense qu'il faut savoir bien partir. 3 enveloppes pour 3 mandats? Non, c'est pas précisé. C'est une allégorie? C'est pas précisé. Non. C'était 3 enveloppes. C'était 3 enveloppes. On arrive bientôt au terme de cette interview. La part politique, c'est aussi et surtout à destination de la jeunesse qui apprend à redécouvrir ces figures politiques, leur parcours, leurs envies, leurs ambitions. Vous aimez beaucoup la jeunesse. Je sais que vous êtes quelqu'un de très détendu. On vous voit souvent, voilà, avec des images comme celle-là, en leket. Là, je crois que c'est le coup du marteau, là. Ouais. Et puis aussi avec Didi B. Particulier pour vous, c'est votre filleul. On s'est apprécié très vite, parce qu'on avait fait une interview ensemble avec Brut, et j'ai bien aimé sa perspicacité, ses questions. C'est un garçon qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui a des valeurs familiales et tout ça, c'est très important. Et puis je suis admiratif de tous ces artistes ivoiriens qui ont créé une vraie culture ivoirienne, qui n'existait pas quand nous on était jeunes, qui naissait. On écoutait beaucoup plus
les musiques étrangères, et il y avait très peu d'artistes ivoiriens quand nous on était adolescents. Ils commençaient tout doucement, Daouda, Baïs Pinto, tout ça, François Louga, ça c'était les premiers. Mais maintenant, ça foisonne, hein, aussi bien dans le reggae, aussi bien dans le rap, dans le zouglou. Donc, ils ont créé une vraie culture ivoirienne qui s'exporte dans toute l'Afrique et dans le reste du monde. C'est aussi votre moyen de connecter avec la jeunesse ivoirienne? Mais sinon, sinon on se déconnecte complètement. Ouais. Hein. On est déjà pas mal déconnecté. Et si vous voulez améliorer le sort des jeunes, apprenez à les connaître et à connaître leurs attentes. Si vous aviez un message aujourd'hui à passer à la jeunesse ivoirienne, ce serait lequel? Qu'est-ce qu'il faut retenir de Jean-Louis Billon et à quoi il aspire pour les jeunes de Côte d'Ivoire? Je leur dirais, ne perdez pas espoir, tout peut changer. Positivement. Tout peut changer. C'est jamais perdu d'avance. Et d'ailleurs, vous avez montré des images avec le sport. Moi, j'étais président du CNSE, le Comité national de soutien aux éléphants. Ah oui, c'est vrai ça. On a fait des CAN, des Coupes du Monde et tout ça, très animés. Et il y a des retournements de situation que le sport offre, extraordinaires. Et je me dis dans la vie également. Il faut que ces jeunes s'inspirent de cela et se disent il y a jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il y a toujours une possibilité de réussir, de bien réussir, tout comme tout n'est jamais acquis, on peut tout perdre, hein. Donc il faut jamais perdre espoir. Dernière question. Si 2025, vous n'y allez pas, est-ce que vous continuez en politique ou alors on retourne aux affaires? Alors non seulement votre question n'est pas bonne, mais dites-vous qu'en 2025, je vais gagner. Non. Voilà. Mais j'aime bien, mais c'est important d'avoir de la confiance. Ah mais parce que sinon ça sert à rien d'y aller. Parler du sport tout à l'heure, on part pour gagner. Hein. Mais vous justement, vous disiez que la politique c'était pas une carrière. Est-ce que vous avez C'est pas une fin en soi. Ouais. Hein. C'est pas une fin en soi. Contrairement à beaucoup de personnes, je vais pas en mourir si jamais je ne gagne pas. Hein. Je peux toujours réessayer. Hein. Alors jusque-là, je n'ai jamais perdu. Alors, il n'y a pas de nombre d'enveloppes pour ceux qui sont pas encore au pouvoir. Voilà, l'histoire ne le dit pas. Non. Voilà. Bon, peut-être que j'en trouverai en arrivant. Peut-être. Alors, ça y est, c'est fini, cette interview dans la partie politique. J'espère que vous vous êtes bien senti, que la bienveillance qui définit ce plateau vous a un peu enveloppé aussi. Ouais. Oui, ça va. Alors, ce qu'on demande à nos invités avant de partir, c'est de garder un petit souvenir. Je vais pas vous prendre votre gourmette, rassurez-vous. Je vous demande juste un petit selfie que vous allez prendre. Est-ce que vous l'acceptez? Oui, bien sûr. Ouais, allez. On peut rester assis. Alors. Ouais, le selfie, c'est souvent debout. Ouais, vous le prenez? Merci de nous avoir accordé cette interview et puis je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup.